manees naa tontu waaw waaye manees naa tontu it déet. bari na ñoo xam ne ak bëgg da leen di xiirtal ci roy ak jëfe luñ jàngul loo jàngul nag soo ko bëggee tari ba du yomb mbaa du manu bari na ñoo xam ne naam ay Baay Faal ndax Baay Faal pas-pas la ci xol la ne. maam Cheikh Ibra Fall am na lum ñaanoon Serigne Touba loola manees naa tekki ne Serigne Touba nangu na. La ilaha Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, va recevoir très prochainement des photos authentifiées de Serigne Touba Khadimoul Rassoul. Elles ont été remises à l'ambassadeur du Sénégal en France, des clichés qui datent de 1918, soit plus d'un siècle. Le projet BRT, bus rapide transit, avance à grands pas. À terme, 3000 emplois seront créés. Une réponse à la problématique de l'emploi des jeunes avec le programme Xëyu Ndaw yi. Sur le corridor, beaucoup de jeunes s'activent sur les chantiers et l'aspect genre est bien pris en compte. Et dans le journal des régions, nous parlerons de la rupture du jeune à la gare de Dakar. Un moment de spiritualité et de solidarité. Des kits Ndogu sont distribués aux voyageurs du TER. Une manière pour le CETER et les partenaires de promouvoir cet élan durant ce mois béni. Bienvenue à tous. Le ministre des collectivités territoriales a présidé une table ronde sur le financement du développement territorial, la modernisation de l'état civil, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN, et la formation des acteurs, autant de points qui ont été présentés aux partenaires et c'était en présence de Salou Seck. Ce sont des projets phares qui devront booster le développement territorial. En initiant cette rencontre, le ministère en charge des collectivités territoriales entend renforcer davantage la politique de décentralisation pour mettre en place des territoires viables et compétitifs. L'objectif de ces rencontres, c'était de partager avec nos partenaires, avec l'ensemble des directeurs, des élus et également tous ceux qui interviennent au niveau donc de nos territoires pour qu'on puisse avoir des territoires viables, des territoires qui portent des projets pour que ces projets puissent être intégrés, validés, acceptés. Et après, ceux qui ont déjà un financement, on est en train de les réaliser. Ceux qui doivent avoir des financements, il faut se projeter pour ne pas piloter à vue. C'est le sens qu'il faut donner à cette grande rencontre. La deuxième phase du PACASEN urbain, le PACASEN rural, la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil sont entre autres projets prioritaires qui ont été présentés aux partenaires. L'état civil, c'est extrêmement important pour nous. Le PACASEN, comme vous le savez, le président de la République, où il y avait un PACASEN urbain, avec l'équité territoriale, il a décidé qu'il y ait un PACASEN territorial, un PACASEN qui concerne tout le territoire sénégalais. Donc on aura le PACASEN rural et le PACASEN urbain. Ça, c'était important qu'on puisse le présenter, ce projet, afin donc de le valider, de l'affiner et de le présenter aux partenaires. L'État du Sénégal a déjà mis 20 milliards. Et nous avons également présenté d'autres projets d'envergure. La réforme de la fonction publique locale avec le démarrage effectif des activités du centre de formation était aussi au cœur des échanges. Je puis d'ores et déjà vous raffirmer l'engagement des partenaires que nous sommes à soutenir les secteurs, notamment en nous inscrivant dans une démarche d'écoute, de dialogue, de réflexion et d'action pour co-construire avec vous et dans une démarche de cohérence et de solidarité
des politiques territoriales pertinentes, efficaces et optimales. Les élus territoriaux qui ont été fortement représentés ont salué cette démarche qui, à terme, devrait renforcer les acquis des collectivités territoriales. Le secrétaire d'État chargé de la mer du Portugal en visite au Sénégal, il a rencontré son homologue, le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ils ont échangé sur les aires marines protégées. José Maria Costa invite le ministre Alioune Ndoye au Portugal pour élargir la coopération. Ramatade. Le secrétaire d'État du Portugal, chargé de la mer, souhaite s'inspirer de l'exemple du Sénégal sur le travail remarquable fait sur les aires maritimes protégées. Une rencontre d'échange sur cette belle expérience du Sénégal, pouvant aller jusqu'à une coopération dans ce sens entre le Sénégal et le Portugal. L'économie bleue, c'est un point très important de cette commission mixte et nous sommes très intéressés à faire un approfondissement de cette coopération dans le domaine de l'économie bleue, mais aussi d'apprendre avec le Sénégal la grande expérience que vous avez déjà dans l'aménagement et la gestion des aires marines protégées. J'ai participé très récemment dans une conférence internationale pour l'aménagement et la gestion des aires marines protégées à Vancouver, au Canada, et j'ai vu la transposition de la prochaine conférence internationale pour le Sénégal. Et nous sommes très intéressés parce que nous avons un défi de faire la proposition de 30% de notre aire marine protégée. Et nous voulons apprendre avec le Sénégal, comme vous avez fait déjà, et en même temps, quels sont les nouveaux défis parce que ces aires sont très, très grandes. Des échanges fructueux allant jusqu'à la formation. En même temps, nous sommes très intéressés dans une coopération scientifique entre notre université portugaise et l'université du Sénégal dans le domaine de l'océanographie, mais même dans les nouvelles utilisations de la mer comme la biotechnologie bleue. Le Sénégal est bien positionné dans l'économie bleue, des objectifs presque atteints et des initiatives saluées à l'international. Ils ont un objectif, je crois, de 30%. Nous sommes, si on tient compte du linéaire côtier, on est à 23,6% aujourd'hui de protection et nous voulons aller au-delà de ça. Nous voulons aller vers les aires marines protégées en pleine mer, que nous sommes en train aussi de vouloir expérimenter. Et on a cette pratique, cette expérience qui est là. Donc c'est dans des rencontres d'échange et de partage d'expériences pour gagner les uns les autres sur, en tout cas, le parcours qui a été fait. Le secrétaire d'État portugais chargé de la mer invite son homologue du Sénégal au Portugal pour une visite dans les différents sites d'aires protégées du Portugal, ce qui marque le début d'une grande coopération entre le Sénégal et le Portugal. Le drapeau national a été présenté à la 47e promotion de la police nationale. Elle compte plus de 1300 élèves. Cette cérémonie marque la fin de la formation et le début du stage. Elle a été présidée par le directeur de la police nationale. Compte rendu, Mamadou Sakine. Ils sont au total 1385 élèves répartis en 2 grandes compagnies. Il s'agit de 164 élèves cadres, dont 12 commissaires de police, 31 officiers, 121 sous-officiers. La 2e compagnie est composée de 1221 élèves agents de police. Cette cérémonie consacre la présentation au drapeau des élèves de la 47e promotion de la police nationale. Notre antre du savoir, depuis sa création, a cultivé ce rituel sacré qui marque la communion de l'élève policier qui vient de terminer sa formation initiale de base avec les principes et idéaux qui sous-tendent l'engagement d'un fonctionnaire de police au service de ce pays. Le drapeau porté par ces élèves, c'est tout un symbole. Les valeurs primordiales qui fondent l'État sénégalais se lisent dans son étendard qui est loin d'être une simple étoffe. Le drapeau est un symbole qui appelle au ralliement de tous les fils d'une même nation, tous ceux qui partagent les mêmes visions et aspirations. Il est une preuve d'unité, condition sine qua non de la force. Ils sont appelés à s'inspirer des anciens
qui ont honoré ce drapeau au sacrifice de leur vie. Pour notre drapeau national. Combien dans les commissariats, les services administratifs de la police et les secteurs frontaliers ne se sont pas sacrifiés jusqu'à leur dernier être pour honorer ce symbole qui nous rend encore plus forts à la lumière des prouesses accomplies en son nom par les fils du pays. Une infinité. Le drapeau présente ce double visage. Dans la difficulté, il nous inocule l'endurance, nous inspire la résilience pour traverser nos épreuves avec dignité. Dans la recherche du succès, il nous donne plus de motivation. Le directeur de la formation de la police a exhorté les élèves de la 47e promotion à un engagement au service exclusif de la nation avec honneur et loyauté. Le défilé des troupes a mis fin à la cérémonie de présentation du drapeau national. Et je vous le disais dans les titres, des photos authentifiées de Serigne Touba Khadimoul Rassoul remises à l'ambassadeur du Sénégal en France, des clichés qui datent de plus de 100 ans, 1918 précisément, des photos qui seront remises au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Ramatadem. Après de longues semaines de travail d'authentification, enfin la restitution des photos de Serigne Touba à la représentation diplomatique du Sénégal en France. C'est une véritable aventure. Là, le comité d'acquisition m'a appelé en me disant, voilà, j'ai des trésors. Et ces trésors, bon, ils étaient acquis déjà, mais il fallait en faire quelque chose, c'est-à-dire le ramener au Sénégal, bien sûr, mais dans quel état ? Et dans quel état de conservation pour le temps, de trouver les moyens de restaurer au mieux ces images, de les préserver dans des conditions, on va dire, optimum, de façon à, dans le temps, pouvoir de nouveau les avoir et les regarder dans quelques années sans qu'il y ait de problème. Car il ne faut pas oublier que ce sont des photos qui ont été faites sûrement par un amateur, en petit format, à une époque où les techniques n'étaient pas très élaborées, donc elles peuvent avec le temps disparaître. Et là, il n'est pas question que ces images disparaissent. On a eu trop de mal pour les trouver, pour qu'elles disparaissent maintenant. Pour en arriver à ce résultat, l'une des meilleures expertes y a minutieusement travaillé pour que ces photos restent intactes dans le temps. J'ai contacté, disons, une des meilleures expertes pour la conservation de ces images, qui a restauré ces images, qui a enlevé toutes les salissures possibles qui peuvent attaquer l'image et la détruire tout simplement. C'est-à-dire que dans quelques années, il peut ne plus rien avoir au niveau de l'image. Donc ça a été conservé, préservé, et maintenant ces images ont un avenir durable dans le temps. Un patrimoine qui occupe une grande place dans l'histoire du Sénégal, mais également dans le cœur de ses dignes fils. Cette photo, elle est importante pour nous sur le plan affectif, sur le plan historique, sur le plan culturel et surtout sur le plan patrimonial. Aussi bien pour la communauté mouride, pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière. Tout un message à lire sur ces photos de Cheikh Ahmadou Bamba, un homme exceptionnel qui, par ses images, réunit encore les hommes, particulièrement les musulmans, autour de l'essentiel, la religion musulmane. Il faut se rappeler simplement que lorsqu'il a traversé l'exil, il a traversé l'emprisonnement au moment de cette nuit coloniale qu'a connue malheureusement le Sénégal, cet homme, plein d'humilité, plein de bonté, n'en a même pas voulu à ses geôliers. Au contraire, il leur a pardonné. Et donc, pour nous musulmans aujourd'hui, nous devons retenir cette leçon à la fois d'humilité. Quand on voit dans ces photos ce sourire candide de cet homme exceptionnel, je voudrais rappeler à tous les musulmans que nous devons d'abord et avant tout être humbles, regarder l'autre. Ce sourire, je rappellerai simplement un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui rappelle à tout musulman que lorsque nous nous adressons à quelqu'un, nous devons lui sourire. Le sourire, c'est une forme de hasana. Et ce grand Cheikh Mouride a montré que malgré les épreuves, il avait toujours ce sourire, c'est-à-dire cette bienveillance,
cet amour pour l'autre, cette fraternité qui est le fondement même de notre religion musulmane. Ne l'oublions jamais. Un moment historique qui vient couronner la politique de rapatriement de nos œuvres historiques et culturelles du chef de l'État Macky Sall. Le président de la République Macky Sall a suivi le processus depuis le début. Depuis que les premières photos sont apparues sur Internet, il nous a instruit de travailler avec ceux qui avaient constitué le collectif pour d'abord les authentifier. Après l'authentification, de tout faire pour que ce patrimoine exceptionnel puisse être restitué ou retourné en tout cas au Sénégal. Donc nous avons travaillé suivant ces instructions, lui rendant compte au quotidien de ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à cette première étape de la restitution qui a constitué au niveau de l'ambassade à ce que les photos puissent être remises officiellement aux représentants diplomatiques que sont l'ambassadeur bilatéral, mais aussi l'ambassadeur représentant permanent auprès de l'UNESCO. Nous avons remis ces photos aux représentants du Khalif. Les photos seront remises au Khalif général des Mourides, mais remises aussi au président de la République du Sénégal pour leur conservation. Un rêve, un souhait qui s'est concrétisé, celui de ramener au Sénégal ces photos importantes pour tout le peuple sénégalais, mais également pour tout le continent. Ces photos exceptionnelles de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Des photos de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul restituées à l'ambassade du Sénégal en France. Et justement, les Sénégalais de France n'ont pas oublié leurs origines. Ils sont toujours ancrés dans leurs traditions. Les confréries religieuses sont à fond dans leurs activités, surtout en cette période de Ramadan. Les disciples mourides se sont retrouvés à Lille pour un chant, mais aussi une levée de fonds pour la construction de la maison de Serigne Touba à Lille. Compte rendu de nos envoyés spéciaux à Seynabou Diop et Mamcher Diop. Lille, dans le nord de la France, la communauté mouride a organisé une grande rencontre chant, occasion de retrouvailles entre Daïra de Paris et de Lille pour partager un dogu et faire le point sur les activités des Daïra de France. Cette cérémonie de chant se tient pour sa 16e édition, initiée par Serigne Khalil Mbacké, Ibn Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Ibrahima Mbacké, Ibn Serigne Touba. Le chant donne l'occasion de commémorer la vie et l'œuvre du fils de Serigne Touba, Khadimou Rassoul, Serigne Ibrahima Mbacké. Cette 16e édition était aussi une occasion de faire une levée de fonds à travers une journée jaayante pour un grand projet du Daïra Mouride Sahadatul Mouridina Touba Lille, à savoir l'acquisition d'un cœur Serigne Touba à Lille. Était présent à la cérémonie Serigne Amdi Moustapha Mbacké, responsable de la commission culte du Daïra Mouride et porte-parole du marabout. Cet événement, c'est un événement annuel qu'on organise ici à Lille, présidé par Serigne Khalil Mbacké, un petit-fils de Serigne Ibrahima Mbacké, parce que cette journée est dédiée à Serigne Ibrahima Mbacké. Serigne Ibrahima est un fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. À travers cet homme de Dieu, on célèbre tous les fils de Bamba. Donc cette année, c'est un peu particulier parce qu'on a un projet de Kër Serigne Touba. On a signé un compromis de vente qu'on doit finaliser la fin de ce mois d'avril, ou bien on va acheter ce bien commun début mois de mai. Donc, pour les collectes de fonds, on est presque atteint le sommet parce qu'on a déjà collecté 81% du somme. Donc aujourd'hui, on va profiter de la présence de beaucoup de monde pour faire une levée de fonds pour compléter la somme. Également présent, Serigne Ibrahima Diop, président du Daïra des Tidjanes de Lille, ce qui symbolise la cohésion entre toutes les familles religieuses. Ici, nous sommes une communauté et donc après, voilà, on ne parle que d'une seule communauté, d'une seule voix. Notre représentant, nous tous ici sur l'île, c'est Serigne Khalil Mbacké, qui est représentant des Mourides, des Tidjanes et représentant de la communauté musulmane. Donc quand eux, ils organisent, nous sommes là. Quand nous organisons, ils sont les premiers à être là, ils sont les premiers donc à tout faire et vice-versa. Un grand complexe international Khadimou Rassoul en France est aussi en gestation pour fédérer toutes les maisons de Serigne Touba en France, comme nous l'explique ici le coordonnateur général du projet. Ce projet est le début et le départ d'une nouvelle génération, d'un nouveau style, d'un nouveau concept de Kër Serigne Touba. Parce qu'avant, nous connaissions les Kër Serigne Touba jadis, qui sont plus ou moins des maisons et des maisonnettes, des fois même des appartements. Aujourd'hui, avec ce projet de complexe, on est en train d'initier
une nouvelle génération, un nouveau concept de Kër Sëñ Touba qui sera cette fois-ci vraiment au vrai sens du terme. Donc un complexe où on pourra trouver effectivement une école pour l'éducation de nos enfants, un complexe où on pourra trouver également des espaces et des salles de conférences, des salles de congrès, un complexe où on pourra trouver également des bibliothèques, des centres de documentation, des centres de recherche, un complexe également où on pourra trouver des espaces commerciaux plutôt, des espaces où on pourra développer l'économie, qui est l'ADN effectivement de tous les Sénégalais, notamment des Mourides, le travail et également des espaces où on pourra développer également l'entrepreneuriat, des espaces d'échange de marchandises à la fois du Sénégal, par tout ce qui est produits exotiques, à travers effectivement ce projet-là, qui est un projet assez ambitieux, machallah, qui a pour objectif d'être érigé en région parisienne, en Île-de-France. Rendez-vous est pris donc pour l'inauguration prochaine des maisons de Khadim Rassoul en France. Avis aux fidèles mourides, où qu'ils se trouvent, pour participer à cette grande œuvre au profit de Serigne Touba Khadim Rassoul. Les disciples mourides de Lille en France qui lancent une levée de fonds pour la construction de la maison Serigne Touba à Lille et 81% de la somme nécessaire est déjà disponible. Et place à présent au journal des régions. Et pour démarrer, direction la vieille ville Saint-Louis, suite aux événements malheureux de Kayar, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a rencontré les pêcheurs de Guet Ndar et c'était pour mettre en place une cellule de crise destinée à accompagner les pêcheurs qui ont perdu leur outil de travail dans ces affrontements. Abdouad. Lors des affrontements opposant les pêcheurs de Kayar et de Mboro, des pêcheurs originaires de Guet Ndar ont vu leurs embarcations et une partie de leurs biens partir en fumée. Un événement malheureux pour le maire de Saint-Louis, au chevet de ses sinistrés. En tant que maire de la commune de Saint-Louis, j'ai voulu rencontrer ces populations victimes pour essayer d'échanger avec elles sur comment apporter toute l'assistance nécessaire qui pourrait éventuellement leur permettre de pouvoir non seulement reprendre l'activité, mais essayer de voir avec l'État comment on peut accompagner ces populations-là. Une cellule de crise est mise en place pour identifier les victimes et mesurer l'ampleur du sinistre afin de définir les meilleures conditions d'accompagnement pour ces pêcheurs de Guet Ndar. Tout ce qui est guendarien a été attaqué et exclu, expulsé de Kayar. Ils se sont retrouvés ici à Saint-Louis. Une cellule de crise a été mise en place pour les accompagner et les soutenir. Aujourd'hui, monsieur le maire Mansour Faye a donc pris l'initiative de rencontrer et cette commission de crise et ces populations, des hommes et des femmes sinistrés, entièrement sinistrés. La difficulté réside dans non seulement le recensement, mais aussi dans la définition du sinistre. Mais je compte fondamentalement sur la détermination des acteurs autour du CLPA pour que les différents critères puissent être établis afin d'un accompagnement de ces populations-là à travers le ministre en charge du développement communautaire qui a eu les instructions du chef de l'État pour accompagner effectivement les victimes. Outre l'accompagnement promis aux pêcheurs, le maire de Saint-Louis appelle les acteurs à élaborer un meilleur cadre de travail propice à une pêche sans heurts. Nous savons tous que les Guendariens sont de braves pêcheurs et sont sur toute la ligne, sur toute la côte de Dakar jusqu'à Kafountine. Et nécessairement, il faudrait qu'à travers les CLPA, que des échanges puissent exister pour que les populations, les communautés puissent travailler en parfaite harmonie. Que nous puissions travailler la main dans la main et que chacun puisse exercer son métier dans les règles de l'art en respectant les textes et les lois qui régissent effectivement ces secteurs. Les violences entre pêcheurs de Kayar et de Mboro sur les méthodes de pêche ont éclaté le 2 avril. Les Guet-Ndariens basés à Kayar ont subi d'importants dégâts collatéraux dans ce conflit, avec plusieurs dizaines de pirogues saccagées.
Retour à Dakar et c'est pour parler du projet BRT, Bus Rapide Transit. À terme, 3000 emplois seront créés avec le programme Xëyu Ndaw yi, une opportunité pour les jeunes sur le corridor. Les jeunes sont bien visibles sur les chantiers et l'aspect genre est bien pris en compte dans le cadre du BRT, nous dit Ibrahim Ndom. Anodin en apparence, pourtant le geste revêt une grande importance. Il s'agit de faciliter la traversée aux piétons, surtout aux élèves sans aucun risque, dans cette partie encore dominée par les travaux du BRT. Et c'est devant ce collège que cette jeune dame se pointe tous les matins. Un travail qu'elle fait avec beaucoup de passion. Ça me plaît, je l'ai fait. Oui, les élèves sont trop difficiles à canaliser, mais moi, les élèves sont mes amis. Je les considère comme mes sœurs, mes frères, mes filles, mes garçons et tout. C'est pour cela qu'ils m'aiment. Il faut être vigilant. Il faut le faire avec le cœur. C'est d'ailleurs cette même passion qui habite cette jeune dame. Nous sommes à Guédiawaye, dans cette zone qui n'a pas de sens interdit. Le BRT, un projet qui intègre bien l'aspect genre. Le bus rapide transit est un levier pour combattre la conjoncture économique. Et puis nous avons vu aussi une participation massive des filles dans ce projet. C'est ce qui me motive en plus. C'est la participation active des filles. L'aspect genre est très bien respecté, surtout on ne parle plus de sexe faible. On ne parle plus de sexe faible. On parle d'égalité des chances entre hommes et femmes. Du coup, chacun, ce qui lui revient de droit, lui est accordé. Sur le corridor qui va de Guédiawaye à Petersen, les jeunes sont bien visibles avec en prime un recrutement de proximité, surtout au moment où le programme Xëyu Ndaw yi est sur toutes les lèvres. Avec le programme Xëyu Ndaw yi, on note un recrutement très massif des jeunes. Voilà, donc du coup, le taux de chômage a fortement diminué au niveau de la banlieue. Donc on ne parle plus d'agression ou bien de chômage ou quelque chose du genre, mais actuellement, on parle des jeunes qui sont actifs et qui participent au développement de leur pays. Participer au développement du pays, c'est justement ce que l'on attend de tout jeune conscient de son rôle. C'est le cas de ce jeune ingénieur fraîchement sorti de l'école. En tant que jeune, travailler sur le premier BRT en Afrique, surtout 100% électrique, c'est une fierté pour tout jeune de travailler sur ce genre de projet-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de travailler sur ce genre de projet. C'est pourquoi en se réveillant le matin, on vient avec fierté pour travailler dans ce projet-là. Et il y a une riche expérience qu'on gagne tous les jours. Une expérience certes, mais au préalable, il faut une formation de qualité. Aux jeunes de se former et de ne pas se fixer des limites. Donc ils peuvent le faire parce que ces genres de projets-là, demain ce sont des Sénégalais qui vont y travailler. Parce que l'expérience qu'on gagne ici, demain on va travailler à l'intérieur de notre pays avec cette expérience. L'expertise locale est donc nécessaire au développement de chaque pays. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, les autorités collaborent avec certaines écoles. Nous avons besoin de cadres qui œuvrent dans le secteur des transports urbains. C'est ainsi que nous avons travaillé avec 3 grandes écoles, l'école polytechnique de Thiès, l'école supérieure polytechnique et l'ESMT, pour mettre en place une formation diplômante sur la mobilité numérique. Ce jeune est de la promotion 2016 de l'école G15, avec comme spécialité structure métallique. On a 23 stations, ça nous reste moins de 6 stations à entamer. Ouais, en tant que jeune, j'ai travaillé plusieurs projets, mais ce projet-là, c'est un projet phare vraiment. On a grandi avec l'expérience sur les installations là. J'ai beaucoup appris sur ça, sur les installations du BRT. Ils sont nombreux les jeunes qui travaillent dans ce projet depuis le début. En phase de chantier, nous avons généré 2000 emplois. Des emplois jeunes, des emplois occupés par des Sénégalais qui ont pu en profiter pour préparer l'avenir parce que nous avons été formés. Nous avons produit des nouveaux systèmes de transport et ceci est une première étape vers un développement plus large des systèmes de transport capacitaires. Et avec la phase d'exploitation, d'autres emplois vont aussi être créés. Il y aura 1000 emplois, des emplois qualifiés. Dakar Mobilité travaille déjà d'arrache-pied pour la formation de ces jeunes qui vont faire l'exploitation performante du BRT, combinée aux terres, aux opérateurs locaux pour offrir aux Sénégalais un service de qualité, mais surtout des nouveaux emplois. Le BRT, un projet innovant, unique en son genre.
Le BRT est le résultat le plus abouti de la combinaison de 3 politiques de développement menées sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République pour une économie verte et inclusive. D'abord, une transition vers la mobilité collective pour apporter une réponse efficace à la congestion automobile à Dakar, dont les coûts d'externalité négatives sont extrêmement élevés. Et donc, cette mobilité collective qui se met en place avec le TER, le BRT et la restructuration globale du réseau de transport collectif doit mener Dakar vers une ville moderne, viable et durable. Ensuite, la transition énergétique. Nous allons offrir au monde le premier BRT 100% électrique avec de l'énergie propre, de l'énergie solaire, conformément à nos engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce seront 59 000 tonnes de CO2 qui seront économisées par an. 59 000 tonnes de CO2 à économiser annuellement, ce qui aura un impact positif sur l'environnement au moment où le dérèglement climatique ne cesse de charrier son lot de conséquences. En plus d'être moderne et innovant, le BRT est aussi une véritable niche d'emploi. Le BRT, bus rapide de transit, qui contribue à la baisse du taux de chômage au Sénégal. Opération fluidité routière au Sénégal pour lutter contre les barrières qui freinent la libre circulation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques dans la sous-région. Le projet vise à promouvoir le commerce intra-régional des produits originaires du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Fanta Badji nous en dit plus. Mettre fin aux tracasseries routières le long du corridor intra-régional, c'est en réalité de cela qu'il s'agit avec le projet Fluidité routière, porté par l'Association africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-sylvo-pastoraux et halieutiques OACTA. Le programme combat les pratiques néfastes aux échanges commerciaux dans la sous-région. L'activité donc de la fluidité est une réponse des acteurs en matière donc de tracasseries routières, en matière donc de paiements illicites, en matière de perte de temps le long des corridors lorsqu'ils sont en convoyage de leurs produits agricoles. Et en ce sens, cette activité de fluidité routière cadrant avec le schéma de libéralisation des échanges qui est la charte de la CEDEAO qui cadre la libre circulation des personnes et des biens. La fluidité de fluidité routière est une activité donc qui permet non seulement de sensibiliser les acteurs sur les lois, les normes, les réglementations en matière donc du commerce des produits agricoles. Lancé au Sénégal, le projet Fluidité routière est bien accueilli par les éleveurs directement concernés par la problématique. Un important flux de bétail est introduit chaque année dans le pays pour satisfaire la demande en période de tabaski et la consommation des populations en viande. Nous avons applaudi à deux mains. Ne serait-ce que pour la tabaski, il arrivait que nous tous qui sommes là, qui sommes responsables, nous veillions. Parce que certains nous appellent de tous les points de notre pays pour nous dire que là c'est la police qui a arrêté le véhicule, là c'est la douane, là c'est la gendarmerie. Nous avions des difficultés en dehors de notre pays. Et voilà que l'OATA vient pour nous mettre sur la bonne piste et nous aider. Quelques réglages étaient nécessaires pour la mise en place de la fluidité routière et l'identification de points focaux chargés d'intervenir en cas de blocage. Nous avons affaire quand même à des institutions respectables et honorables. Ils ont rencontré toutes les autorités de la police, ils ont rencontré les autorités de la douane et sous peu ils vont rencontrer les autorités sénégalaises également de la gendarmerie et pour expliquer. Et ces autorités-là, ils leur ont donné des points focaux. À chaque fois qu'il y a eu un problème au niveau de la police, et quel que soit le point dans notre pays, nous savons à qui nous adresser. Nous avons notre point focal au Sénégal. Les convoyeurs de bétail doivent aussi disposer de ce pass pour circuler librement. Le document est délivré sous condition. Le macaron que nous sommes en train de remettre aux acteurs aujourd'hui est la signification du fait que la fluidité est portée par les acteurs eux-mêmes. La fluidité étant portée par les acteurs eux-mêmes, ils s'engagent à travailler, à dénoncer tout ce qui est racket, tout ce qui ne permet pas à ce qu'ils soient compétitifs en termes donc du commerce des produits de bétail. Un camion de moutons
qui nous vient du Mali ou qui vient du Burkina Faso, qui dépense autour de 300 000 francs. Et des fois, avec des tracasseries, des fois le camion qui transporte des êtres vivants. Parce que c'est des êtres vivants. Et en ce moment, un être vivant, quoi, par exemple, on garde le camion pendant 2 heures ou 3 heures de temps, mais c'est un impact sur le bétail là. Ce bétail qui arrive à destination, on est obligé de retaper avec l'aliment de bétail, avec des soins, des vétérinaires, avec l'eau, et tout cela, ça impacte sur le prix là. Le projet Fluidité routière, une bouffée d'oxygène pour les éleveurs sénégalais, mais surtout les consommateurs qui peuvent espérer une baisse du prix des moutons en période de tabaski. Place à présent au reportage Ramadan. Les imams et oulémas du Sénégal ont reçu des kits alimentaires composés d'huile, de sucre et de riz, des produits offerts par le chef de l'État Macky Sall, la mairie de Dakar et la Sénélec. La cérémonie de remise s'est tenue à la grande mosquée de Dakar en présence de notre reporter Mamadou Sakine. Dans ces sacs, des produits alimentaires composés de sucre, de lait en poudre, des dattes, de l'huile, de riz destinés aux imams et oulémas. Il s'agit ainsi d'un soutien, d'une assistance du chef de l'État, de la ville de Dakar et de certaines structures comme la Sénélec. Nous sommes là aujourd'hui pour la cérémonie de distribution de denrées alimentaires à nos imams et oulémas qui sont dans les 14 régions et 46 départements du pays, surtout à ceux qui ne sont plus opérationnels à cause, bien entendu, de leur âge trop avancé ou qui sont tout simplement malades. À l'endroit également de nos imams qui sont décédés et qui ont laissé ici des veuves et des enfants. Profitant de cette cérémonie de distribution des denrées alimentaires, ces régulateurs sociaux ont lancé un appel à la paix au Sénégal. Notre credo, c'est d'œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. Tout ce qui est violence, nous la condamnons fermement. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit clairement dans le Saint-Coran. Mettez-vous à l'abri de la violence qui n'atteint pas forcément que ceux d'entre vous qui ont été injustes. Les imams et oulémas jouent un rôle important pour la stabilité du pays. Au-delà de cette mission, ils participent beaucoup à l'accompagnement des familles vulnérables dans les quartiers. Des actes de bienfaisance qui se multiplient en cette période de Ramadan. Et puis à la gare routière, à la gare de Dakar, à l'heure de la rupture du jeûne, des kits Ndogo sont distribués aux voyageurs du train express régional. La CETER est en relation avec ses partenaires pour promouvoir cet élan de solidarité en ce mois béni. Notre reporter, Cheikh Amadou Bambegay, a coupé le jeûne à la gare de Dakar. Regardez. Après-midi de Ramadan à la gare de Dakar, ça grouille dans tous les sens. Personne ne va rater son train. L'heure de la rupture du jeûne approche. Tenaillés par la faim et la soif du jeûne, les voyageurs du train express régional vont bientôt exulter en voyant l'entrée des repas. Les kits Ndogo sont arrivés et annoncent le dressage. En ce mois béni, la CETER est en partenariat avec le groupe AMSA Assurance. Il y a une très forte affluence, surtout les vendredis, et du coup, ils en profitent pour venir partager, avoir un moment de partage et de solidarité avec les clients. C'est l'heure de la coupure du jeûne et c'est la distribution dans toute la gare. Sans exception, tous les voyageurs sont servis en quantité suffisante de kits au grand bonheur des clients du TER. C'est une bonne action, vraiment, on est très satisfait. Vu qu'à cette heure, tout le monde arrive vers cette localité pour des distributions de Ndogo et tout. On est vraiment content de l'action, vraiment. On est très fiers, on est content. Parce que c'est le Sénégal, c'est le Sénégal quoi. On est vraiment fiers de notre Sénégal. C'est le Sénégal que nous connaissons. On est au niveau du port autonome de Dakar, Tout ce monde que vous voyez travaille en grande partie au port de Dakar. Donc le TER est plus que utile. Avant 19h, non, le TER est fiable, grand. Nous avons des cartes. Il y a du thon. Il y a café au lait, il y a café noir, il y a café Touba. Mais comme Baye Fall là, je vais le café Touba, je vais le café au lait.
Ce geste de solidarité est fait annuellement entre la CETER et ses partenaires qui n'hésitent pas à raviver haut la flamme de la solidarité. Nous sommes à la gare de Dakar. Nous allons profiter de cette affluence pour offrir au maximum de personnes des kits Ndogo pour ces personnes qui se trouvent aux heures de rupture de jeûne en dehors de leur maison pour vraiment en fait, bénéficier en fait, du strict minimum nécessaire pour rompre leur jeûne. À l'écran d'affichage, en train toutes les 10 minutes, un Ndogo à bord du TER avec des rames déjà à quai et prêtes à partir. 19h, 21. Vous avez vu, j'ai mon kit Ndogo et on est presque à l'heure de la coupure. Donc, quand je serai dans le TER, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Nous remercions vivement les bienfaiteurs et puis nous remercions aussi le président Macky Sall pour le train. Macky Sall, nous félicitons la continuité de la bonne guerre à terre, à BRT. Il en sera ainsi jusqu'à la fin du Ramadan. Cet élan de solidarité à la gare de Dakar où tous les voyageurs du train express régional pourront couper le jeûne en toute aisance jusqu'à la destination finale. Merci cher Ahmadou Bambegay. Et pour finir, allons à la rencontre d'un imam, prêcheur, conférencier, membre de la société civile. De qui s'agit-il? C'est à découvrir juste après ceci. Il s'agit de Amadou Makhtar Ndiaye, un chef religieux qui surfe dans l'ère de la modernité, très connu dans l'espace médiatique en raison de ses prêches. L'imam Ndiaye se distingue aussi par son habillement et son niveau intellectuel très élevé. Son portrait est tracé par Tamsila. Né à Saint-Louis le 19 janvier 1972, Amadou Makhtar Ndiaye, plus connu sous le nom de Imam Makhtar Ndiaye, est issu d'une famille religieuse très connue dans l'enseignement du Coran à Saint-Louis. L'imam Ndiaye a passé toute sa jeunesse dans la capitale du Nord avant de rejoindre Dakar, où vivait son père, pour s'inscrire au département arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quelques années plus tard, il quitte le Sénégal pour poursuivre ses études en Mauritanie, où il a obtenu une maîtrise en littérature et langue arabe, avant de retourner définitivement au Sénégal. Aujourd'hui, il est très connu dans l'espace médiatique grâce à ses nombreuses casquettes, mais aussi et surtout ses prêches en français sur la télévision nationale, la RTS. Une particularité au Sénégal. Ce qui m'a véritablement poussé à le faire, j'avais constaté que cela n'existait pas pratiquement dans les paysages médiatiques. En plus, nos imams et nos oustas prêchaient tous en langue wolof, langue nationale, plus particulièrement le wolof. Alors je me suis dit, pourquoi pas le faire en français? Non seulement pour aider les nombreux musulmans qui ne s'expriment pas en wolof, qui sont ici au Sénégal et qui sont partout ailleurs dans la diaspora, de connaître davantage de religion. Mais aussi, surtout, de changer de méthode, n'est-ce pas, de prêche. Imam Makhtar Ndiaye est aussi un membre très actif de la société civile. Il occupe aussi des postes de responsabilité dans plusieurs organisations religieuses et institutionnelles. Je me suis engagé dans la société civile vers les années 2018, à la veille de l'élection présidentielle de février 2019, auprès de la plateforme des acteurs non étatiques sur nos élections, avec les Valdiodio Ndiaye et les Malik Diop, n'est-ce pas? Je me suis engagé comme facilitateur, médiateur, n'est-ce pas, pour qu'on ait au Sénégal des élections calmes, apaisées, transparentes. Pour l'Association nationale des imams oulémas du Sénégal, je suis le chargé de communication. Je travaille en parfaite collaboration avec Imam Diène, que je salue au passage, qui est l'actuel président de l'Association nationale des imams oulémas du Sénégal. Une association qui a été longtemps dirigée par feu Imam Moustapha Gueye, très connu au Sénégal. Je suis également le secrétaire permanent de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, chargé de coordonner les opérations d'observation du croissant lunaire au niveau de la RTS pendant les fêtes de Tabaski, de Korité, de Tamkharit et même avant le démarrage du jeûne du Ramadan. Au-delà de tout ça, j'anime des émissions à la RTS. Je fais également de la consultance dans les autres médias. Souriant et jovial, l'imam quinquagénaire est polygame et père de 7 enfants. Les fidèles musulmans qu'il dirige à la prière ici à la mosquée de Liberté 6 apprécient vivement ses dimensions spirituelles et intellectuelles.
Senghor avait dit que Lamine Gueye rassemblait à sa personne tous les dons et toutes les séductions. Il avait la naissance aussi et l'aisance. Il avait aussi l'intelligence et la culture. Et tout ça, nous l'avons dans Imam Ndiaye. Quand je le vois, c'est ça que je vois. Poli, calme, il rit toujours. Apôtre de la non-violence, l'imam Amadou Mokhtar Ndiaye privilégie dans sa vie le dialogue et la concertation. Le guide religieux invite au quotidien les fidèles à prôner la paix et la concorde. Amadou Mokhtar Ndiaye, un imam moderne connu pour ses prêches en français. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour la version Wolof. Bon après-midi à tous et à tout à l'heure. Well,